Et donc, moi, je me suis retrouvé à bouger, à être dans le comité Adama, tout simplement parce que ce 19 juillet 2016, donc un jeune homme noir, qui s'appelait Adama Traoré, a été tué entre les mains de la gendarmerie de la République française. Et je me souviens, j'étais chez moi, j'avais vu, donc je reçois une alerte texto entre militants, et on me dit de regarder BFM, il se passe quelque chose. Je regarde rarement BFM, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc là, en l'occurrence, je me suis branché, j'ai regardé et j'ai vu ces révoltes. Et je dis bien ces révoltes, parce que c'était des révoltés que je voyais. Et non pas des émeutes, comme le titrait BFM TV. Parce qu'en réalité, si tous les jeunes de Beaumont-sur-Oise, de Persan, de Bruyères, de Champagne, de toutes les villes aux alentours, ne s'étaient pas révoltés, n'avaient pas brûlé ces voitures, ne s'étaient pas mis à affronter de front les gendarmes, les militaires, parce que c'était des militaires lourdement armés, je l'ai vu quand je m'y suis rendu, avec des armes de guerre, des barrages, des checkpoints, comme on peut en voir ailleurs dans le monde. Et donc c'est grâce à cette révolte-là que je me suis retrouvé à Beaumont-sur-Oise. Cette révolte qui fait tant peur. Il y a longtemps, j'avais assisté à un débat à Lyon, et on était dans un quartier là-bas, et en 2012, et il y a quelqu'un qui disait, un mec sûrement du PS, je crois, oui, il était du PS, et il disait que, mais attention, il ne faut pas déclencher l'étincelle qui fera que ça démarrera le feu. Et un militant lui a répondu, un vieux militant lui a dit, mais ce que tu crains, l'étincelle que tu crains pour nous, c'est l'espoir. Cette étincelle, c'est l'espoir. Et face à cet acte qui peut paraître pour certains, qui fait peur, qui peut être vu comme de la destruction, pour moi c'était le début de quelque chose, le début d'une lutte. Et donc je me suis retrouvé là-bas avec d'autres militants, notamment un militant du mouvement d'immigration et des banlieues, le MIB, qui est peu connu en France, parce qu'en France, il faut savoir que les luttes de l'immigration, en fait, elles existent, les luttes des quartiers populaires, elles existent, c'est juste qu'elles sont invisibilisées, et que je pense que beaucoup aussi ne cherchent pas à les connaître et à s'y intéresser. Parce qu'ils sont trop centrés sur leur monde et sur leur lutte. Et bien voilà comment ça a commencé dès le lendemain, ce long combat qui continue de durer. Donc j'ai dit que j'allais poser des questions. Donc moi, je me pose la question, comment se fait-il, du coup, que dès la première marche qui s'est déroulée, il y avait à peu près 8000 personnes, après la mort de Adama Traoré, comment se fait-il qu'il y ait si peu de personnes issues du mouvement Nuit debout? Pourquoi je parle de Nuit debout? Parce que Nuit debout, c'était quelques mois avant. Nuit debout, c'était, vous vous en souvenez, la grande fête des classes moyennes, blanches, parisiennes, qui se retrouvaient sur la place de la République. Et je me souviens que je me suis rendu avec un autre militant qui est aussi membre du comité, qui s'appelle Anomi Kanouté, qui est un militant des quartiers populaires aussi, mais lui dans le 94. On s'est rendu sur place, et c'est vrai qu'on était un peu, comme j'ai dit la dernière fois, comme des ethnologues. À l'envers, cette fois, c'est nous, on les étudiait un peu, parce qu'on ne les connaissait pas. Ces classes moyennes blanches qui découvraient les violences policières. En 2016. En 2016. J'ai découvert que la police, que beaucoup, je le sais qu'ils étaient nombreux, que beaucoup avaient applaudi pendant les manifs de Charlie Hebdo, vous vous en souvenez? Eh bien, pouvaient se retourner contre eux et leur fracasser le crâne. Évidemment, ils ne les ont pas tués comme Adama Traoré, mais certains ont été sérieusement amochés. Donc ils se sont rendus compte que les matraques ouvraient le crâne. Ils l'ont découvert à ce moment-là. Et donc nous, on leur a dit, mais vous imaginez bien ce qu'on a pu leur dire, c'est vous, où étiez-vous? Parce qu'eux, ils appelaient justement, et là j'y viens à cette fameuse convergence des luttes. La convergence, converger. Converger à Paris, prendre le métro, venir à Paris. Ils appelaient à cette convergence. Mais nous, on leur a dit, mais où étiez-vous en 2005 pour la convergence avec les révoltés, encore une fois, des quartiers populaires en 2005? Parce que là encore, c'était des révoltes. Des révoltes qui ont été déclenchées parce que deux enfants ont été tués. 2 enfants électrocutés. Pourquoi? Ils avaient tellement peur de la police qu'ils ont préféré aller se réfugier dans un transformateur électrique. Des enfants. En 2005.
Donc qu'est-ce qui se passait? Il se passait quoi à ce moment-là dans leur tête, à tous ces militants, à tous ces mouvements, pour ne pas aller converger avec ces révoltés, qui se révoltaient suite à la mort de 2 enfants? Et je me suis posé la question, est-ce qu'ils les voient même comme des enfants? Est-ce qu'il n'y a pas une telle déshumanisation aujourd'hui des habitants des quartiers populaires? Une telle déshumanisation qu'on les voit, que nos enfants, à l'époque j'étais adolescent, est-ce qu'on les voit aussi comme des enfants déjà? Je pense pas. Puisque suite à ces révoltes, il y a eu l'état d'urgence qui a été décrété. Une mesure coloniale. Une mesure coloniale qui a été appliquée avant 2005 à 2 reprises dans l'histoire de la Ve République. Le 17 octobre 1961, il était bien évidemment appliqué en Algérie, mais je parle ici à Paris, le 17 octobre 1961, avec un couvre-feu qui ne concernait que les Arabes. Comme on disait à l'époque, les Nord-Africains, avant de dire beurre, ce qu'on apporte dire arabe en France. Et la deuxième fois, et c'est d'actualité aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie. Et j'espère que les Kanaks auront leur indépendance et ils ont tout notre soutien. Et donc qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, l'état d'urgence. Et j'aime pas du tout cette théorie. Alors moi je la déteste et je vois qu'elle est très en vogue dans la gauche et dans les mouvements sociaux. C'est de dire que les quartiers populaires sont un laboratoire, en gros un brouillon, avant que les mesures soient appliquées sur le vrai truc, quoi, sur le vrai mouvement. Sur les vrais mouvements sociaux, vous savez, la ZAD, la loi travail, ou encore aujourd'hui la loi contre la sélection. Non, c'est pas juste, ils s'amusent pas. C'est pas juste un laboratoire. Il y a une vraie fonction de contrôler les quartiers populaires, de les désigner comme classe dangereuse. Parce qu'aujourd'hui, en France, ceux qui ont été capables de se révolter pendant 3 semaines non-stop, ce sont les quartiers populaires. En 2005. Et on l'a vu à Beaumont-sur-Oise, pendant plusieurs jours, mais il fallait le voir, avec des hélicoptères, des armes de guerre, il fallait voir ces checkpoints, il fallait voir ces barrages. On ne pouvait pas accéder au quartier de Bouillanval, le quartier de la famille Traoré, sans passer par des barrages de militaires avec des armes lourdes, des armes très lourdes. Et imaginez les enfants qui grandissent avec ça. Donc la question, pourquoi la convergence, c'est ça la question que vous devez tous vous poser, pourquoi la convergence ne se fait pas dans ce sens-là? Pourquoi la convergence ne s'est pas faite pour les 1 an de la mort d'Adama Traoré, tué par des gendarmes de la République française? Le 22 juillet 2016. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Voilà le contexte dans lequel aujourd'hui on vient parler. Comme je vous l'ai dit, je ne me sens pas vraiment à l'aise, mais je pense qu'il fallait le faire, il fallait venir ici, il fallait venir à Tolbiac, on l'a fait 2 fois à Tolbiac. Mais juste pour la petite histoire, il faut savoir une chose, c'est que même les discussions qui ont eu lieu à Tolbiac, même les débats qui ont eu lieu, en réalité, ils ont été déclenchés par nous. C'est le comité Adama qui a fait en sorte que ces discussions-là aient lieu. Faut pas croire, hein. C'est pas les étudiants de Tolbiac qui nous ont appelés, qui nous ont dit « Ouais, j'ai vu que c'est chaud pour vous. En fait, en vrai, là, ce que vous vivez, ça n'a rien à voir avec nous. Venez vous exprimer. » Ça s'est pas passé comme ça. C'est nous qui avons créé les conditions pour le faire. Parce qu'on s'est dit, on va profiter de ce mouvement social pour leur dire leur cas de vérité et pour leur dire ce qu'on pense. Alors, cette question-là, la question de la convergence, la question de discuter avec le mouvement social, en vrai, ça a déjà été fait. Et il y a un truc qu'on doit faire aussi, qu'on doit apprendre à faire, y compris nous, dans les mouvements de lutte de l'immigration, c'est de ne pas faire comme si à chaque fois on avait inventé l'eau chaude. Comme si on avait inventé les slogans, comme si on avait inventé une ligne politique. En 2003, je vous invite à aller voir la vidéo, elle est sur YouTube, en 2003, dans le Larzac, il y a Tarek Kautari, le représentant du mouvement d'immigration et des banlieues, qui s'est rendu là-bas, dans le Larzac, à l'époque, et qui a été déjà porté ce discours-là sur la convergence. En 2003 déjà. Ce que je vous dis là, les mots que j'utilise, il les a dit exactement pareil. Il les a même dit mieux que moi. Il a exactement parlé de tout ça. Il a parlé de gauche coloniale, il a parlé de la convergence, pourquoi elle ne se fait que dans le Larzac. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, une fois un étudiant qui m'a dit, mais Beaumont-sur-Oise c'est loin, c'est 50 km.
La ZAD, c'est loin? La ZAD, c'est comment? Et Tarek Kautari, il avait dit à ce moment-là, il a dit pourquoi vous êtes capable de vous mobiliser à 100 000 à Porto Alegre, des dizaines de milliers ce jour-là au Larzac, et vous êtes incapable de venir quand on organise à l'époque déjà, parce que ça fait 40 ans qu'on tue des Noirs et des Arabes en France dans les quartiers populaires, déjà à l'époque vous étiez incapable de venir dans les quartiers. Il les interpellait déjà en 2003. Donc je me pose la question, est-ce que vraiment je dois continuer à le faire ce que je fais aujourd'hui? C'était en 2003, regardez la vidéo, tapez Tarek Kautari Larzac. Et en réalité c'est même plus vieux que Tarek. 2001, je crois. Plus vieux que même le MIB. Non, je parle encore plus loin. Prenons même 1936. En 1936, il y avait un mouvement qui s'appelle l'Étoile nord-africaine. C'était un mouvement d'ouvriers, parce que certains aiment la classe sociale. C'était des ouvriers. Pour la plupart, kabyles algériens. Algériens kabyles, pour ne pas faire d'embrouille. Je suis moi-même kabyle. Et parce qu'à l'époque, c'était eux qu'on allait chercher dans les montagnes pour venir faire le taf que personne ne voulait faire déjà à l'époque. Et en 1936, l'Étoile nord-africaine a participé au mouvement de grève. Il était dans la rue, il était avec la gauche, il était avec le mouvement social. Qu'est-ce qui se passe quand le Front populaire arrive au pouvoir? Dissolution de l'Étoile nord-africaine parce qu'il demandait l'indépendance. Parce qu'il demandait l'application de l'égalité des droits. C'est ça qui va se passer à chaque fois en fait. Déjà en 1936. Moi j'ai eu la chance à Bagnolet d'avoir été formé par deux militants du mouvement des travailleurs arabes, du MTA. Deux anciens. Ils sont très âgés maintenant. Ils organisaient les ouvriers dans les années 70. J'ai eu cette chance moi de tomber sur eux. Déjà à l'époque, donc 36, mais les années 70, déjà à l'époque se posait la question du racisme, comme le pose aujourd'hui le rap, du racisme dans le mouvement ouvrier. Ils étaient obligés de créer un mouvement à part, le MTA, pour traiter de la question spécifique du racisme. Parce qu'en France, il faut le savoir, quand dans les années 70, on faisait des ratonnades, on faisait de la chasse à l'arabe dans la rue. Aujourd'hui, la police a pris le relais. Mais à l'époque, la police le faisait, mais d'autres aussi le faisaient. On chassait. C'était des ratonnades. Eh bien, à Marseille, 20 000 ouvriers en grève. Moi, j'aime beaucoup l'histoire des États-Unis, l'histoire des Afro-Américains. Je m'en inspire énormément pour mon combat. Mais en réalité, en France, on avait eu déjà des choses similaires. Similaires à ce qu'a pu lancer Martin Luther King avec la grève des éboueurs. À Marseille, on a eu une grève ouvrière d'Arabes qui ont cessé le travail pendant 24 heures. 20 000 ouvriers en grève contre le racisme, contre les ratonnades. C'était pas pour des augmentations de salaire. C'était contre le racisme, pour ne pas se faire chasser dans la rue. Donc déjà, dans les années 70, il y avait ce problème-là. Donc c'est un éternel recommencement. C'est les mêmes questions qui se posent à chaque fois. Et donc je me pose vraiment la question aujourd'hui, est-ce que ça vaut vraiment le coup de venir faire encore le tour des facs? Donc j'espère que vous aurez des réponses tout à l'heure dans l'échange qu'on aura ensemble.